à tous. Sujet du jour, blocage des routes, rébellion, révolte contre le racket fiscal, contre le racket du gouvernement Macron, dans la grande tradition des gouvernements depuis maintenant quelques décennies, bien évidemment. Donc deux vidéos vont se succéder, celle-ci et puis une autre qui est plus une vidéo d'analyse avec des questions-réponses. Ce que l'on peut dire au niveau de ce mouvement de révolte, de rébellion citoyenne, largement justifié naturellement, c'est qu'il n'y a pas d'urgence climatique. On nous parle aujourd'hui d'urgence climatique. Le réchauffement climatique, quand bien même il y aurait un réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, ce n'est pas les quelques mesures de racket fiscal mises en place dans des pays comme la France, qui est un des pays qui le pollue le moins au monde et dont la production de carbone baisse d'année en année, qui va régler quoi que ce soit. Donc naturellement, on essaie de nous vendre le changement climatique ou l'urgence climatique pour prélever toujours plus de taxes et pour emmerder toujours plus les citoyens. Ce ne sont que des prétextes, naturellement, des prétextes. Le prétexte environnemental en vaut un autre. Mais en attendant, voilà, nous sommes dans cette logique de racket et dans cette logique de répression. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si l'on veut réaliser un blocage et un changement de régime, un changement de paradigme efficace dans ce pays, il ne faut pas bloquer 3 heures les routes de France et les routes rurales le 17 novembre. Il faut bloquer essentiellement les centres-villes des grandes villes, à commencer par Paris, parce que c'est là que se trouve le centre névralgique du pouvoir et le centre là où on a le plus de médias, mais également c'est là où se trouvent les électeurs, l'électorat d'Emmanuel Macron, l'électorat qui est pro-taxe et qui veut absolument qu'on taxe au maximum l'environnement. Donc il faut bloquer naturellement plutôt les centres-villes et pas les campagnes. Bloquer les campagnes ne sert strictement à rien, d'une part, et d'autre part, il faut que ce blocage soit pérenne dans le temps. Il ne s'agit pas de se bloquer simplement le samedi 17 novembre, mais être capable de bloquer le 17, le 18, le 19, le 20, et faire un blocage tournant des centres-villes. Voilà le message que je voulais faire passer. La vidéo qui suit, c'est une vidéo davantage d'analyse avec des questions-réponses. Merci à tous et à bientôt. Alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase, que ce soit en France, en Europe et dans le monde entier, où on fait la guerre à la voiture, mais on fait la guerre de manière plus générale à la propriété privée. Vous le voyez dans toutes les publicités des constructeurs automobiles, on vous vend aujourd'hui, on vous vend plus une voiture, on vous vend un loyer, on vous vend des mensualités. C'est vrai également dans l'immobilier, on vend des mensualités. Et même si le jour où vous êtes propriétaire, eh bien, notamment dans l'immobilier, eh bien, vous devez payer de plus en plus de taxes foncières, d'impôts sur le patrimoine, également de taxes sur la fortune immobilière. Et donc en réalité, nous sommes entrés dans un système qui va de plus en plus vers le socialisme, pour pas dire vers une forme nouvelle de communisme, où il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus de propriétaires d'automobile, il n'y a plus de propriétaires immobiliers, il n'y a plus que des locataires. Ça, c'est la logique générale. Alors ça se traduit effectivement, pour vous amener à être locataire, à frapper de plus en plus au niveau fiscal, au niveau du racket fiscal, sur le patrimoine immobilier comme sur le patrimoine automobile. Alors l'automobile est aujourd'hui une cible dans un pays comme la France, est une cible absolument principale. Le 17 novembre 2018 est prévu un grand rassemblement pour protester et de blocage sur les routes de France, pour protester contre la hausse des taxes sur l'automobile et de manière générale à toutes les répressions que subissent les automobilistes. Je pense à tout ce qui est radar, notamment radar de vitesse, tout ce qui est également ralentisseurs qui ne respectent pas les normes de construction, qui ne respectent même pas la loi. Donc nous sommes aujourd'hui entrés dans cette logique-là et dans cette phase de révolte. On nous vante aussi l'achat de véhicules électriques. L'achat de véhicules électriques pose un certain nombre de problèmes, notamment de problèmes environnementaux, puisque la production des batteries est extrêmement polluante. L'électricité, il faut la produire. Donc dans un pays comme la France, eh bien c'est une production d'électricité essentiellement aux 3/4 nucléaire. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'électricité c'est comme origine le charbon, hein, la combustion du charbon dans les centrales thermiques. Donc en réalité, les véhicules électriques sont des véhicules au charbon, parce qu'il faut produire énormément de charbon pour pouvoir fabriquer l'électricité et faire rouler les véhicules électriques.
Donc c'est pas du tout écologique la voiture électrique. Elle est extrêmement coûteuse à l'achat et puis elle est également coûteuse en termes de location de batterie, parce qu'en fait vous louez une batterie, que vous utilisiez votre véhicule ou que vous ne l'utilisiez pas, vous devez payer tous les mois 79 à 150 euros par mois de batterie. Donc si vous êtes immobilisé pour des raisons médicales ou autres pendant 2-3 mois, vous payez quand même tous les mois votre location de batterie, en plus de payer votre crédit ou votre location, la location du véhicule. Donc ça n'est pas du tout rentable et ça n'est pas du tout la solution. De toute façon, aujourd'hui nous sommes entrés dans un système où seuls les riches pourront conduire un véhicule, et puis les pauvres, les classes populaires ou les classes moyennes, eh bien, seront obligés de prendre le bus ou de prendre les transports en commun ou ne pas se déplacer. Et nous voyons dans un certain nombre de déserts ruraux de plus en plus de citoyens qui ne peuvent plus se déplacer parce que financièrement ils ne peuvent plus payer ces déplacements. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait important. Par rapport à la révolte, du moins aux grandes manifestations qui vont se produire à partir du 17 novembre 2018, le président de la République français Emmanuel Macron a expliqué très officiellement, ainsi que son parti, le Ramassis qui fait office de parti En Marche, a expliqué que c'était une manœuvre de l'extrême droite et que naturellement lui il était le rempart absolu à l'extrême droite. Je pense que cette attitude est extrêmement dangereuse, parce que ça veut donc dire que la seule alternative finalement à Emmanuel Macron, c'est pas des partis de gauche ou des partis de droite, on va dire centristes, c'est forcément Marine Le Pen ou peut-être le parti de Karl Lang, le parti de la France ou d'autres mouvements politiques. Donc en fait il joue un petit peu à qui tout double en expliquant que lui il est le défenseur de l'ensemble des partis politiques. Finalement il a fait la synthèse entre la gauche modérée et la droite modérée en créant son mouvement. Et que la seule alternative à Emmanuel Macron, finalement, c'est voter, grosso modo, c'est voter pour le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, ou pour un autre mouvement. Donc politiquement parlant, c'est extrêmement hasardeux. Avez-vous des questions sur ce sujet? Pour le blocage des routes, s'il vous plaît. Oui. Alors, le blocage des routes, le 17 novembre, peut-il amorcer une révolution? Est-ce qu'il peut amorcer une révolution? En tout cas, il peut amorcer une révolte qui est partie de simples citoyens qui ont identifié que cette situation était inacceptable. Il peut amorcer certainement une révolte. Est-ce que ça va se traduire en révolution? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait à la base effectivement une révolte populaire. Il faut aussi qu'il y ait des élites. Qui viennent à la rencontre de cette révolte populaire et qui la transforment en basculement, en changement de paradigme, en changement du régime politique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas tout à fait là. Je pense que cette révolte populaire, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller, mais je pense que ça n'est pas forcément suffisant pour déclencher véritablement une révolution. D'autant plus que le gouvernement a tout à fait les marges de manœuvre pour revenir en arrière, pour baisser telle ou telle taxe, ou pour simplement réduire telle ou telle répression. Voilà. Donc je pense qu'il a relativement des marges de manœuvre, et je pense que les Français aujourd'hui sont suffisamment anesthésiés par le social, par la redistribution, par beaucoup d'interventions étatiques. Ils sont trop, on va dire, trop anesthésiés pour véritablement aller jusqu'à la révolution. Voilà ce que je pense sur ce point-là. Donc non, je ne pense pas que ça ira jusqu'à la révolution, mais ça peut être une révolte intéressante. D'autres questions? Oui, commandant. Comment peut-on protester efficacement contre la hausse de toutes ces taxes? Comment est-ce qu'on peut protester contre la hausse de toutes ces taxes? En réalité, effectivement, les taxes, il faut les payer. Par contre, il y a un moyen de se révolter, il y a un moyen de résister par rapport à ce racket. C'est en ne faisant pas le jeu du gouvernement en matière d'investissement, en matière de placement. Je m'explique. Le patrimoine des Français aujourd'hui, c'est 12 000 milliards d'euros en immobilier. Et c'est 2 000 milliards d'euros placés en obligataires, dans des livrets ou en assurance vie, qui sont des obligations des fonds prêtés à l'État. Tout le monde bien sûr, l'État vous oblige de payer vos taxes et vos impôts, mais par contre, il ne vous oblige pas d'investir dans l'immobilier, de faire monter la bulle immobilière, qui va se dégonfler d'ailleurs dès que les taux d'intérêt vont remonter, ça c'est un fait. Et d'autre part, les fonds que vous avez prêtés en termes obligataires,
vous les avez prêtés à l'État qui ne remboursera pas. Les États européens, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce ou d'autres pays européens, ne rembourseront jamais les sommes qu'ils vous ont empruntées. Là, vous n'êtes pas. Donc là, vous pouvez faire de la résistance. Vous pouvez effectivement retirer vos fonds de l'immobilier comme de l'obligataire pour le placer vers des placements beaucoup plus intelligents. Et je ferai une autre vidéo sur ce sujet, plus particulièrement le sujet de comment sauver l'épargne des Français, comment faire la révolution financièrement parlant. D'autres questions? On a fait à peu près le tour du sujet? Très bien. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.